Donc je vais passer la parole au professeur Patrick Mismetti, que je présente à peine. Il est tellement souvent avec nous que je me demande si on ne pourrait pas le qualifier en anesthésie-réanimation. Merci Patrick pour nous parler du cas de l'insuffisance rénale sévère. Merci de me faire changer de spécialité. Bonjour à tous. À mon tour de remercier les laboratoires Sanofi pour ce symposium. Sur cette diapositive, mes liens d'intérêt. Et mes collègues ont fait le travail, ils ont inventé les cas cliniques. Et moi, je vais simplement les modifier en les mettant en situation d'insuffisance rénale sévère. Pas ponctuelle, pas fonctionnelle, mais les mêmes patients avec une insuffisance rénale chronique. Et ça vous arrivera, c'est des patients qui nous embêtent. Donc là, vous allez retrouver un patient qu'aurait pu décrire Pierre Albaladejo. C'est de la chirurgie carcinologique, urologique. Et le patient a une maladie rénale chronique stade 3. Vous avez un DFG qui est stade 4, pardon, qui est un DFG à 20 ml/min. La question que je vous pose, c'est est-ce qu'on lui fait rien, enoxaparine 4000, capsiparine 0,2 x 2, enoxaparine 2000 unités, une fois par jour, ou compression pneumatique intermittente. Et on va voir comment on peut répondre à cette question tous ensemble. Alors déjà, pour tordre le cou un peu à la compression pneumatique intermittente chez ces patients qui ont un cancer actif, et on vous a raconté que c'était un facteur de risque tellement majeur que quelle que soit la technique chirurgicale, la durée de chirurgie, le parcours chirurgical du patient, on attaquait une prophylaxie plutôt importante. Sur ce type de méta-analyse où on classe par ordre les molécules les plus efficaces sur le plan de la prophylaxie et les moins efficaces quand elles sont le plus à droite possible, vous voyez que les HBPM gagnent sans aucun problème par rapport à la compression pneumatique intermittente. Ça nous permettra de répondre à une première question. Vous avez ici une comparaison HBPM versus héparine non fractionnée en chirurgie carcinologique. C'est pour vous montrer que les HBPM ont tendance à faire un petit peu mieux et n'ont pas forcément tendance à faire plus saigner. Donc c'est pour ça qu'elles sont devenues les molécules de référence dans cette indication-là. Mais on est chez des patients qui n'ont pas encore d'insuffisance rénale. On va y venir. Parce que quand vous avez une insuffisance rénale sévère, on a tous dans la tête que les HBPM étaient jusqu'il y a peu contre-indiqués. Et en fait, la question qui se posait, c'est enoxaparine 4000 unités contre-indiquée avec un DFG à moins de 30 ml/min. Ne pas faire de prophylaxie chez un patient qui a une chirurgie majeure et un cancer actif, certainement pas. La compression pneumatique intermittente, je vous ai dit que ce n'était pas la solution a priori. En tous les cas, les données méta-analytiques ne vont pas dans ce sens. Il nous restait la calciparine référence. Et est-ce qu'on a une place à une dose réduite, enoxaparine 2000 unités une fois par jour? En fait, ce qui a tout changé, on était sur ce schéma assez classique. Le DFG, plus de 30, moins de 30 et au-dessus de 15 et moins de 15, la calciparine restait le traitement de référence dès que le DFG était à moins de 30 ml/min et au-dessus de 30 ml/min, à cause des données méta-analytiques, la calciparine était à prescrire en deuxième intention par rapport aux HBPM, en tous les cas dans cette chirurgie carcinologique. Et puis, on a eu une harmonisation des AMM en Europe qui fait que l'enoxaparine a vu son AMM se modifier, où on garde la dose pleine au-dessus de 30 ml/min, mais vous voyez qu'entre 30 et 15 ml/min, l'AMM est donnée pour 20 mg ou 2000 unités. Les deux dénominations étaient possibles, et bien sûr restant contre-indiquées à moins de 15 ml/min. Alors, est-ce que cette dose réduite en chirurgie carcinologique a un rapport bénéfice-risque suffisant pour qu'on puisse la prescrire très largement? Bon, on a des données concernant cette dose réduite en méta-analyse, comparant HBPM faible dose à moins de 3400 unités par jour. En gros, c'est tous les schémas posologiques faible dose des héparines de bas poids moléculaire. Et dedans, vous avez les 2000 unités ou les 20 mg d'enoxaparine versus héparine non fractionnée. Vous voyez qu'on a tendance à être plus efficace en termes d'embolie pulmonaire symptomatique. Et on parlait de risque hémorragique tout à l'heure avec Anne Ronny. Les doses réduites d'HBPM, toutes fonctions rénales confondues, font moins saigner que la calciparine. Donc, il ne faut pas penser que la calciparine vous amènera un profil sécuritaire par rapport aux HBPM, notamment en chirurgie générale et carcinologique. Et donc, finalement, probablement que l'attitude la plus raisonnable dans cette chirurgie carcinologique, et malgré un DFG à 20 ml/min, c'est de suivre l'AMM,
est de prescrire enoxaparine 2000 unités par jour, surtout si vous envisagez une thromboprophylaxie prolongée, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, et d'une fois par jour pendant 28 jours, c'est quand même nettement plus confortable que de la calciparine en 2 fois par jour. On va changer de domaine, on passe au domaine d'Anne Gaudier tout à l'heure, sa patiente, une PTH, un antécédent d'embolie pulmonaire, et cette fois-ci un DFG à 28 minutes. Et vous aviez toutes les propositions qu'elle vous avait faites. Je vous rappelle qu'elle avait plutôt conclu à Apixaban ou Enox. Et donc, on revient sur ce que je vous ai raconté. Toute fonction rénale confondue, quand on compare HBPM versus HNF en chirurgie orthopédique, c'est la même chose qu'en chirurgie générale. Une tendance à faire mieux en HBPM et un risque hémorragique contenu, voire même un petit peu en tendance en dessous. Et donc, ça vous explique pourquoi les HBPM ont pris le pas sur la calciparine. Et donc, est-ce qu'on peut les utiliser en cas d'insuffisance rénale sévère, puisque le 4000 sera contre-indiqué, mais on revient sur l'AMM. En chirurgie orthopédique aussi, vous pouvez prescrire une dose réduite à 2000 unités par jour. Et est-ce que le rapport bénéfice-risque, cette fois-ci en chirurgie orthopédique et pas en chirurgie générale, reste conservé? Malheureusement, ici, nous n'avons pas de données cliniques, mais des simulations pharmacocinétiques qui montrent qu'en cas d'insuffisance rénale sévère, quand vous administrez 2000 unités d'enoxaparine, vous avez exactement les mêmes activités anti-DISA au pic et en taux résiduel et les mêmes aires sous la courbe que 4000 unités chez quelqu'un qui a une fonction rénale normale. Et donc, sur des arguments pharmacocinétiques, vous voyez qu'on peut prescrire cette molécule plutôt que la calciparine. Est-ce qu'on a un autre argument pour préférer la calciparine dans cette indication-là? C'est un autre effet indésirable très connu que sont les thrombopénies induites par héparine, qu'on a tous oublié parce qu'on a prescrit des HBPM largement, mais ceux qui continuent à utiliser de la calciparine, notamment en milieu chirurgical, savent que c'est une complication qui n'est pas si exceptionnelle que ça. Et sur cette méta-analyse, il n'y a pas photo, vous réduisez par pratiquement 5 le risque de TIH en conservant HBPM plutôt que la calciparine. Donc, des données pharmacocinétiques et moins de TIH et une tendance à moins faire saigner habituellement, vous comprenez plutôt pourquoi on est plutôt un adepte de maintenir les HBPM malgré le DFG un peu limite, même en réduisant la dose d'HBPM. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que la CPI, la compression pneumatique intermittente, pourrait amener quelque chose en plus de la compression pharmacologique? On n'est pas dans le polytraumal, hein, mais on est en chirurgie orthopédique. Et quand même, de mettre une prophylaxie pharmacologique, ça fait plus saigner qu'une compression pneumatique intermittente, certes, mais chez ces patients qui sont plutôt à haut risque thrombotique, vous voyez que d'associer les deux, c'est la méta-analyse qui vous a été montrée, ou c'est une autre méta-analyse qui vous a été montrée tout à l'heure, on gagne sur le plan du risque thrombotique. Et donc, on a probablement intérêt à associer ces deux combinaisons, surtout qu'on va réduire la posologie d'HBPM et qu'on n'est que sur un argument pharmacocinétique. Et donc, une fois que je vous ai donné tous ces arguments, il est vraisemblable que chez cette dame, qui a une embolie pulmonaire, il faut bien s'en rappeler, on va chercher l'efficacité maximale, on va garder les HBPM pour réduire le risque de TIH, en considérant les arguments pharmacocinétiques, et on rajoute une CPI initiale pour prévenir le risque thrombotique. Puis je vais aller une seule diapositive sur la traumatologie et l'insuffisance rénale sévère. C'est pas que je dénigre ton topo, Sophie, mais je voulais aller un petit peu vite. Probablement que l'approche séquentielle chez ces patients-là qui seraient en insuffisance rénale chronique, hein, on rajoute un critère supplémentaire, c'est probablement pour les mêmes raisons conserver l'enoxaparine 2000 unités par jour plutôt que la calciparine, introduire cette prophylaxie le plus tôt possible avec une CPI initialement. Peut-être que le délai serait un petit peu plus prolongé chez ces patients qui sont à cause de l'insuffisance rénale, déjà à risque thrombotique important. Puis il y a peut-être une place pour les filtres CAF chez ces patients-là, s'ils gardaient avec l'insuffisance rénale une contre-indication au traitement anticoagulant, mais c'est quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure. Si on peut pas mettre une prophylaxie pharmacologique, on conserve une place pour les filtres CAF chez ces patients à très haut risque thrombotique. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup Patrick. Il y a quelques petites questions. Là. Il y a une question qui est assez... on voit bien ton amour pour la calciparine, mais néanmoins, peut-on dire que la calciparine chez l'insuffisance rénale n'a plus d'indication dans ce cadre-là? On va parler du curatif, peut-être poser la question du curatif après. Attention, je me suis placé entre 30 et 15. En dessous de 15, il n'y a que la calciparine. Que la calciparine. Donc il reste une place pour la calciparine au-dessous de 15 minutes de DFG. Donc on a répondu à cette question. Dans le curatif, tu peux nous rappeler les seuils qui ont peut-être aussi un petit peu changé? Alors, avec la tinzaparine, vous pouvez descendre jusqu'à 20 millilitres minute sans changer la posologie à dose curative. Avec l'enoxaparine, jusqu'à 30, on reste dose complète. De 30 à 15, c'est le même principe, vous divisez la dose par 2. Mais avec quelque chose d'un peu particulier, c'est au lieu de faire l'enoxaparine 1 mg kilo matin et soir, ça c'est au-dessus de 30, entre 30 et 15, on fera 1 mg kilo une seule fois par jour. Donc on divise la dose, mais en enlevant une dose par jour. Et en dessous de 15, les HBPM sont contre-indiqués. D'accord. Et donc la calcie en curatif, en dessous de 15. Exactement. Une autre question. On a parlé finalement là de deux facteurs, la durée de la thromboprophylaxie, de la dose. On parle assez peu finalement du délai par rapport à la fin de la chirurgie. On n'a pas remis en cause ce facteur-là. Alors il y a une question, c'est une HBPM, par exemple l'enoxaparine. À quel moment on la commence? Je pose cette question parce qu'avec les AOD, en particulier avec la Pixaban, on s'est rendu compte que finalement, on pouvait très bien couvrir une prévention, une prophylaxie de la thrombose en commençant l'anticoagulant à distance de la fin de la chirurgie. Pour rappel, à Pixaban, c'est après 19h, je crois. Enfin, en pratique, c'est le lendemain matin. Moi, j'ai tendance à proposer de commencer le plus tard possible, 12h. Sans mettre à... Et s'il y a un risque hémorragique persistant, proposer les CPI. Quel est votre point de vue autour de la table sur le délai par rapport à la fin de la chirurgie? Alors, si on reprend le cas clinique d'Anne Gaudier, la patiente a un antécédent d'embolie pulmonaire post-opératoire. On la remet en situation de chirurgie à très haut risque thrombotique. J'ai envie de dire qu'il faut être assez agressif et de toute façon commencer la prophylaxie le jour de l'intervention, suffisamment décalé et le soir de l'intervention. À l'inverse, si vous n'avez pas de facteur de risque thrombotique majeur, j'ai envie de dire que si j'étais aux commandes du bloc, je ferais tous mes débuts de prophylaxie le lendemain matin de la chirurgie, pour simplifier les procédures. On est d'accord avec ça. Merci beaucoup, Patrick. Il va falloir qu'on conclue. Je remercie l'ensemble des orateurs, mon co-modérateur, et puis surtout le public. Et je remercie le laboratoire Sanofi, parce qu'il nous a permis ces discussions qui sont toujours passionnantes sur la thromboprophylaxie. À très bientôt, merci. Merci, au revoir.